Aujourd'hui c'est le grand jour, on va enfin dire à notre algorithme de trading de prendre des trades. Dans les parties précédentes on a codé les paramètres, le TDI, les points pivots, les conditions. Donc maintenant il nous reste juste à aller chercher le stop loss et le take profit et on va pouvoir ouvrir un trade. Et comment on va aller les chercher? Comment on va calculer notre stop loss et take profit? C'est une bonne question. On va les mettre sur les points pivots comme je t'avais expliqué, mais lesquels? C'est une vraie question. On va pas simplement les choisir arbitrairement, on va faire des calculs de probabilité. L'idée, ça va être de déterminer une probabilité de notre choix, une probabilité arbitraire, et on va essayer d'aller la chercher avec la distance entre le stop loss et le take profit. On va uniquement prendre les trades qui se rapprochent de notre probabilité, et en d'autres termes, c'est simplement calculer le risk to reward, le ratio RR, la distance du take profit par rapport au point d'entrée, et la distance du stop loss par rapport au point d'entrée. Si ça t'intéresse et que tu veux voir d'autres vidéos du même genre, abonne-toi, mets un j'aime pour me soutenir, et allez, c'est parti, on va commencer à coder. On se retrouve là où on s'était laissé, à la fin de la fonction pour vérifier les conditions de trading. Maintenant qu'on l'a terminé, on va passer quelques lignes et on va créer une autre fonction qui va cette fois nous donner le stop loss ou le take profit. Ce sera une variable double parce qu'elle va nous ramener une information de prix. Donc ce sera double get trade info et à l'intérieur, on va utiliser des paramètres. D'abord pour la direction, pour savoir si c'est un achat ou une vente, parce que ce ne sera pas le même stop loss, le même take profit. Et ensuite, on va aussi demander, pour économiser de l'espace, de la mémoire, si on veut le stop loss ou le take profit, directement dans le paramètre. Donc pareil, on va mettre un bool, on va demander SL. Si on veut le SL, ce sera 1, sinon ce sera 0 pour le TP. Ou alors plutôt, pour changer un peu les plaisirs, on va faire une chaîne de caractères. On va faire string, ce sera info, l'info qu'on veut. On va ouvrir les accolades. Et notre chaîne de caractères, ça va ressembler à ça du coup, entre guillemets. On mettra soit SL en lettres, soit TP. Donc ça revient à faire 0 ou 1, si tu vois bien l'idée. C'est comme faire une variable booléenne, sauf que là, ce sera visuel, on va écrire SLTP. Voilà, c'est pour te montrer qu'on peut aussi faire comme ça. Après, c'est comme tu le souhaites. C'est un paramètre comme d'habitude. Donc on va créer un petit en-tête, et on va écrire ce que fait notre fonction. Donc elle va nous retourner une valeur de prix. Ensuite, on va passer une ligne, et on va mettre info égale soit stop loss, soit TP. Et bien sûr, ensuite, on le codera dans la fonction. On mettra si on a demandé le paramètre SL, alors on va retourner SL. Si on a demandé le paramètre TP, alors on va retourner TP. Ensuite, direction, ce sera pareil qu'avant. 0 égale buy et 1 égale sell. 1 égale sell. On va mettre deux petits points comme ça. Maintenant, on va déclarer des matrices. On aime bien faire des matrices, on aime bien déclarer des tableaux, on en utilise beaucoup en programmation. Donc là, on va demander la taille du stop loss et la taille du TP. On va les déclarer comme ça. On va aussi demander la probabilité, on va stocker la probabilité dans une matrice. Donc on va la déclarer. Et on va aussi déclarer la probabilité, la différence de probabilité avec notre probabilité optimale, si je puis dire, la probabilité qu'on va choisir en variable d'entrée. Il faudra qu'on stocke ça dans des matrices. Maintenant, on va leur assigner une taille dynamique avec array resize. On l'a déjà utilisé dans une fonction précédente. Donc là, notre array, ce sera slSize et ce sera pivot number. Pourquoi la taille, c'est pivot number? Parce qu'il y aura autant de tailles de stop loss qu'il y a de points pivots, vu qu'on met le stop loss sur les points pivots. Ce sera exactement pareil pour TP size. On va mettre pivot number. Et ensuite, pour notre probabilité, là, ce sera différent. Ce ne sera pas pivot number, ce sera le nombre de possibilités. Si on décide par exemple de mettre le stop loss sur le support 1 et le résistance 2, c'est une possibilité. Ensuite, si on décide de mettre stop loss sur le support 1 et résistance 1, c'est une autre possibilité, et ainsi de suite. Et donc, pour avoir toutes les combinaisons possibles, toutes les possibilités possibles, on multiplie le nombre de stop loss par le nombre de TP. Donc, je pense que tu vois comment on va faire. On va tout simplement mettre pivot number à la puissance 2. On va le multiplier par lui-même, vu qu'on a le même nombre de TP et le même nombre de stop loss. Comme ça va nous donner toutes les combinaisons possibles. Donc on va faire mass pow et on va mettre pivot-number, qu'on va devoir forcer en type int d'ailleurs, comme on avait fait pour une autre variable qui utilise un truc de maths. On fait virgule et on met l'exposant, donc 2, ce sera au carré. On ferme, on compile, et on n'a pas return de value, c'est normal. On va mettre return 0 pour l'instant, juste pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la compilation. Et ensuite, on changera, bien sûr. Ensuite, quatrième resize, ce sera pareil. Ce sera notre proba différence, mais avec le même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable, plutôt. Hop, on va mettre ça ici. On va mettre int pour un nombre entier, qui est égal à ce qu'on vient d'écrire. Et ensuite, on met... Enfin, il faut lui donner un nom, déjà. Donc, on va mettre proba number. Le nombre de probas possibles. Donc on va mettre, pas ça du coup, proba number. Et pas, pareil ici, on va mettre proba-number.
on compile, tout va être bon. Array resize operator expected. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ce petit point virgule ici. Hop, tout est bon. Donc voilà, ça très facile. Maintenant, tu connais par cœur. Définir des variables, définir des matrices, changer dynamiquement la taille de la matrice, ça maintenant, tu connais. Maintenant, on va faire une boucle. On va refaire une petite boucle. Je t'ai bien expliqué comment faire des boucles dans la vidéo précédente. Donc maintenant, pareil, tu vas être un expert, tu vas directement comprendre tout ce que je vais faire. Je rigole, t'inquiète pas, si tu comprends pas, je vais bien tout expliquer. Mais celle-ci déjà, elle sera un petit peu moins complexe parce qu'on va tout simplement juste utiliser pivot number strictement inférieur. Pourquoi strictement inférieur? Parce que si on veut avoir deux points pivots, vu qu'on commence à i égale 0, il faut qu'on ait un pivot number de moins. Si on voulait, on pourrait mettre i égale à 1, mais comme les index des matrices commencent toujours à 0, ben, tu peux avoir une valeur nulle dans ta matrice. Et dans certains cas, ça peut être un problème d'avoir une valeur nulle dans une matrice. Par exemple, pour faire une moyenne, tu vois, ça va prendre une valeur en trop, ce genre de choses. Toujours mieux de commencer par 0 et de faire strictement inférieur. Voilà, petite astuce. Là, c'est i++. Comme d'habitude, on va ouvrir notre petite boucle. Et à l'intérieur, on va calculer les tailles de stop loss et les tailles de TP. Évidemment, les tailles ne seront pas les mêmes si on a un achat ou une vente, donc on va faire appel à notre premier paramètre qui sera direction. Donc avec un point d'exclamation avant, pour rappel, c'est 0, donc ça veut dire que ce sera un achat. Donc on aura le stop loss qui est sur les points pivots support et le take profit sur les points pivots résistance. Donc on va ouvrir encore une fois les petites accolades et on va faire sinon. Si ce n'est pas le cas, eh bien on va aussi ouvrir les accolades. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire sinon? C'est exactement faire comme si direction. Parce que vu que c'est une variable booléenne, soit ça ne peut être que l'autre sinon. Ça ne peut être que 1 si c'est pas 0, et inversement. Donc on met else pour aller plus vite. Donc maintenant, on va utiliser les fonctions résistance pivot et support pivot qu'on a codées dans des vidéos précédentes. Celle-ci, pour rappel, ça commence à faire un petit peu loin. En gros, ça nous permet d'avoir le prix du point pivot avec l'index en paramètre, celui qu'on choisit. Et donc, on va mettre notre stop loss sur ce prix-là, ou notre TP sur ce prix-là. Voilà, juste pour rappel. Et on va l'appeler avec l'index dans notre boucle. On va l'utiliser, on va faire SL size de i, de notre index, qui va être égal à la valeur absolue de, entre parenthèses, support pivot de i plus 1. Pourquoi i plus 1? Parce que on ne veut pas avoir le pivot central. On veut commencer à mettre notre stop loss qu'à partir du premier pivot. Et pour rappel, dans la fonction support pivot, l'index 0, l'indice 0, c'était le pivot central. Donc après, on va faire moins bid, moins le prix de vente, et on va multiplier le tout par tiré du bas point fois 0,1. On divise par notre taille de pips, notre taille de points, et on va le multiplier par 0,1, donc le diviser par 10, comme tu veux. On peut faire diviser par 10, c'est pareil. On va fermer notre parenthèse, et on va faire pareil pour TP size. On fait exactement pareil, sauf que ce sera cette fois le résistance pivot de i plus 1, qui sera moins le ask, le prix d'achat, qu'on divise par point, qu'on divise par 10. Et c'est tout. Maintenant, on va copier-coller ça pour le mettre ici. On va le mettre ça comme ça, sauf que là, ce sera l'inverse. On va mettre SL size ici et TP size ici. Parce que du coup, c'est le même calcul, hein. C'est juste que du coup, au lieu d'avoir le stop loss, on aura le TP et inversement. On le met dans le même ordre pour que ce soit tout beau, on compile et on n'a pas déclaré le bid et le ask. Ça c'est normal parce que le bid et ask, il faut qu'on le demande au symbole. Il faut qu'on le demande à notre algo. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix de maintenant en gros. C'est le prix d'entrée ou d'achat à l'instant T, à l'instant du tick. Donc comment on va faire? On va faire une petite fonction très rapide. On va faire update, on va faire void update bid ask et on va juste demander le ask et le bid. Bid ce sera symbol info double, tiré du bas symbole, tiré du bas bid, symbole tiré du bas bid. Pareil pour ask, ce sera symbol info double, symbol ask et on va l'appeler dans la fonction onTake. On va l'appeler dans la fonction onTake et on va déclarer nos variables globales qui seront bid et ask. Comme ça, on pourra les appeler dans toutes les fonctions. Ça, on peut se permettre d'avoir des variables globales bid et ask. Pourquoi? Parce que c'est des variables qui ne seront pas dynamiquement assignées à d'autres valeurs. Elles seront update, elles seront mises à jour en temps réel, mais elles ne vont pas changer au fur et à mesure du temps. Elles seront juste mises à jour en temps réel, ce que je viens de dire. Bref, on va faire double ask, bid,
et on compile. Donc là, c'est bon, tout est bon. En fait, quand on va lancer l'algo, ça va créer des variables globales ask et bid, et ensuite elles sont continuellement mises à jour, comme je viens de t'expliquer une troisième fois, je suis en train de me répéter, et on va mettre dans la fonction onTick, update bidask, comme ça, à chaque tick, eh bien on aura le bon bidask, voilà, tout simplement. Je deviens complètement taré là. À force de bouffer des centaines de lignes de code par jour, là, parce que en plus de faire mes vidéos, moi aussi, là, je taffe sur d'autres algorithmes. Du coup, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de boucles for et de conditions if. Mais bon, c'est ce que j'aime faire aussi, donc voilà. Faut choisir la santé ou écrire des lignes de code. Bref, maintenant qu'on a notre taille de stop loss, on va pouvoir, tout d'abord, la normaliser. Comme d'habitude, toujours important de normaliser nos variables de prix. Là, ce ne sera pas une variable de prix, du coup ce sera une variable de distance, mais vu qu'on va faire des calculs après sur la distance, pour justement faire des probabilités, eh ben, faut que notre valeur soit pas trop large après la virgule. Enfin, ça sert à rien, ça va pas tellement changer le calcul sous-jacent, donc là on va pouvoir se permettre de le normaliser à 2, arbitrairement. Ça pourrait être autre chose, hein. Là c'est vraiment arbitraire. On va faire normalize double, et surtout pour éviter qu'il y ait des valeurs qui soient beaucoup trop grandes et qui prennent trop de temps à process et qui fassent potentiellement des erreurs de calcul. Bref, maintenant on rentre dans les boucles. C'est reparti pour d'autres boucles. On va intégrer des boucles dans des boucles et on adore les boucles. Donc là, ça va être un petit peu technique à comprendre parce que on va devoir remplir notre matrice entière de probabilités. Donc pour rappel, c'est le nombre de pivots au carré. Donc par exemple, si on choisit 3 pivots, on aura 9 probabilités. Il faudra qu'on remplisse 9 valeurs dans notre matrice. Et le truc, c'est que on aura plusieurs index. C'est-à-dire qu'on aura notre index du support pivot et aussi du résistance pivot. Ce ne sera pas le même index, ce sera I et J. On va utiliser 2 variables parce que, évidemment, il faut que ce soit 1, 2, il faut que ce soit 1, 1, il faut que ce soit 2, 1. Ça ne peut pas être le même I, sinon il y aura un problème. Donc on va faire des petites astuces, tu vas voir, je vais te montrer des petits calculs pour que linéairement on les remplisse tous l'un après l'autre et qu'après on ait toute notre matrice remplie parfaitement. Donc on va créer notre première boucle qu'on va appeler I de 0 et I strictement inférieur à pivot number, ensuite I++, on ouvre les parenthèses et on va faire notre deuxième boucle directement, ce sera J du coup, pas I, on va faire J inférieur à pivot number et J++. Donc on a nos deux boucles, et à l'intérieur, on va créer un indice custom. C'est ça qu'on va faire un calcul sur l'indice avec I et avec J. Donc on va l'appeler index, pour que ce soit simple. On va faire I fois pivot number plus J. Et c'est ça le calcul de notre index custom. Pourquoi I fois pivot number plus J? Je vais t'expliquer, c'est que on va faire linéairement. I est égal à 0 maintenant, donc ce sera 0 fois pivot number, donc 0, plus J égale 0. Donc la toute première valeur de notre matrice, ce sera l'indice 0. Ensuite, on va faire notre boucle à l'intérieur, tu vois. On ne va pas remonter jusqu'au I, ce sera d'abord J égale 1. Donc on aura I fois pivot number, I est égal à 0, donc 0, plus 1. Donc ce sera notre matrice, notre indice 1 dans notre matrice. Ensuite, ce sera indice 2, donc on aura déjà 0, 1, 2. Ensuite, on revient dans cette boucle-là, dans la boucle I, parce qu'on a fini la boucle J. Donc maintenant, on aura I fois pivot number, donc 1 fois 3, plus 0. Donc ce sera l'indice 3. Ensuite, ce sera pareil, mais avec l'indice 4. Puis ensuite, l'indice 5. Ensuite, on revient à cette boucle-là, on aura I est égal à 2, donc on aura 2 fois 3, 6, plus 0, 6. Ensuite, 7, 8. Et jusqu'à avoir de 0 à 8, nos 9 valeurs. Donc tu vois, en faisant I fois pivot number plus J, on va remplir toute notre matrice. Voilà, peut-être que c'est évident. Je sais pas, j'explique quand même au cas où. C'est vrai que là, ça va, normalement, c'est pas très compliqué. Bref, comment on va l'utiliser maintenant? Parce qu'effectivement, on l'a pas fait pour rigoler. On va assigner nos valeurs maintenant. Donc, on va faire une condition if. On va d'abord demander dans quelle direction on va. Est-ce que c'est un achat ou est-ce que c'est une vente? Si c'est un achat, on va demander, on va vérifier si déjà bid, donc le prix de vente à l'heure maintenant, à l'instant T, est strictement supérieur à notre support pivot de J plus 1. Pourquoi de J plus 1? Parce que comme pour l'autre, évidemment, on n'a pas d'indice 0. Et pourquoi il faut que le prix soit supérieur à ce pivot? Parce que
Si le prix est en dessous, on ne peut pas mettre de stop loss au-dessus pour un achat, évidemment. Il y aurait une erreur, ça ne peut pas, c'est pas possible. Pareil pour le ask, pareil pour le point pivot résistance. Si le take profit est strictement en dessous du prix, ou même égal au prix, eh bien on ne peut pas ouvrir de position. Le take profit sera invalide. Donc on va mettre ask strictement inférieur à résistance pivot de I plus 1, cette fois-ci, notre deuxième indice. Tu vois que c'est pas les mêmes, hein. C'est J ici, I ici. Et on va faire pareil ensuite pour l'autre direction. On va faire OU, on saute une ligne. Et pourquoi on peut se permettre de faire OU? Parce qu'on a déjà déterminé dynamiquement en fonction de la direction, ici là, si notre SL size et notre TP size est résistance pivot moins le prix ou support pivot moins le prix. On l'a déjà fait ici dans cette boucle-là. Donc là, on peut se permettre de faire un OU et pas de re-assigner dynamiquement. Donc on va faire OU direction. D'ailleurs, on va mettre entre parenthèses pour bien gérer la précédence des opérations. On va faire direction et cette fois ce sera l'inverse. Il faudra que le bid soit strictement supérieur à support pivot de I plus 1 cette fois et pas J plus 1 et ask strictement inférieur à résistance pivot de J plus 1. Donc la condition est la même mais pas dans le même sens. Là notre support pivot ce sera notre take profit pour la vente. Et là, notre support pivot, ce sera notre stop loss pour l'achat. Donc c'est pour ça qu'on a un indice différent. Notre SL size et TP size de cet indice-là ne sera pas le même. Parce que justement, à l'intérieur de notre condition, qu'on a ouverte ici et qu'on ferme ici, eh bien on va redemander ces SL size avec I ici. On va les redemander ceux-là. On va les demander à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est notre index pour assigner toutes les valeurs à notre matrice SL probabilité qu'on a déclarée plus haut. Donc on va mettre index à l'intérieur et on va calculer, on va faire une équation pour trouver la probabilité de toucher le take profit. Comment on va faire ça? On va utiliser une équation qu'on utilise en probabilité. On va faire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ça, c'est une équation très très connue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est on va faire le rapport entre ce qu'on veut avoir, notre cas qu'on souhaite obtenir, donc ici ce sera notre taille de TP, divisé par notre taille de TP plus notre taille de stop loss, plus nos cas possibles en général, soit stop loss, soit take profit. Dans cette équation particulière, il y a un cas qu'on veut obtenir et deux cas possibles. Donc on va faire le rapport entre les deux. Voilà. Si ça fait sens, donc on va faire TP size de I, qu'on va diviser par TP size de I sur TP size de J, enfin plus plutôt, TP size de J, SL size de J. Et ça va nous donner notre probabilité de toucher notre TP. Donc on va le normaliser d'ailleurs. D'ailleurs, je remarque que j'ai mis SL, on va mettre TP probabilité plutôt. On ne cherche pas la probabilité du stop loss, on cherche la probabilité de toucher le take profit. Donc après, on a juste à faire 1 moins cette probabilité pour trouver la probabilité de stop loss. Parce qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc si on a une probabilité, on a juste à faire 1 moins cette probabilité pour la trouver. Voilà, petit cours de proba. Alors, on va faire TP probability index égale normalize double de TP probability index. Et pareil, on va mettre 2 arbitrairement. Alors, on a des erreurs de parenthèse quelque part. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on n'a pas déclaré ici. Hop, on compile. Et ensuite, unexpected token. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Ah, des fois, c'est là. Hop, il faut qu'on fasse ça. Non, pas du tout. Il nous en manque une ici. C'est bon. Ah, comme quoi, je te dis, je deviens vraiment fou. Bref, maintenant, on va sortir de cette boucle. On va faire else, sinon, s'il n'y a aucun cas qui est respecté, c'est-à-dire si le prix est en dessous du support, par exemple, ou si le ask est en dessous de la résistance, au-dessus de la résistance plutôt, eh bien, on va dire que notre probabilité, notre TP probabilité de index, est égale à une valeur énorme. On va mettre ulong max. Ulong max, c'est juste une constante, en gros. C'est comme MP, comme on avait fait pour le calcul de l'angle. Ça veut dire que c'est la plus grosse valeur possible. Bon, d'ailleurs, on va pas le faire. Voilà. Juste pour te le montrer, mais pour que ce soit plus évident. Ensuite, quand on va l'imprimer dans le journal, on va plutôt utiliser 151. Pourquoi 151? C'est généralement ce que j'utilise quand je fais des probas, parce que
si on divise, enfin si on soustrait plutôt par notre probabilité optimale, eh bien on aura forcément 100 supérieur. Enfin en gros notre probabilité sera forcément supérieure à 100. Tu vois, vu que c'est entre 1 et 0. Notre probabilité est forcément entre 1 et 0. D'ailleurs, il faut qu'on multiplie par 100 pour avoir une probabilité en pourcentage, mais pas en 0, quelque chose. On multiplie par 100 ici. Et donc, elle sera forcément comprise entre 0 et 1, naturellement. Ça va de 0% à 100%. Donc 151%, quand on va faire la différence entre les deux, elle sera forcément supérieure à 0, tu vois, ça fera 101 au pire. Au pire du pire, la différence, elle sera 101. Bref, je sais pas si c'est très clair ça, mais t'inquiète, tu vas comprendre. C'est surtout qu'il faut que je fasse la suite pour te montrer, pour t'expliquer bien comment ça fonctionne. Donc on va faire proba-difference de notre index, toujours, sera égal à la valeur absolue, mathapps, de notre TP probability de index, moins la probabilité optimale qu'on va chercher. Donc moins 50, pourquoi pas. Mais si on cherche, je sais pas, 100% de probabilité, eh bien, notre TP probability sera que 100, le maximum, ce sera 100, tu vois, ou 0. Mais en gros, la valeur absolue, ce sera 0, le max du max. Alors que sinon, on aura 151. Et du coup, ça fera 51 si on divise TP probabilité de index moins 100, si on divise, enfin, pas divisant, si on soustrait. Donc en gros, c'est pour écarter cette probabilité. Parce que si ce n'est pas, s'il n'y a pas la condition qui est respectée, eh bien, on ne veut pas calculer la probabilité, ça n'a pas de sens, tu vois. Il faut que ce soit un chiffre qui n'ait aucun sens. Donc c'est pour ça que, pour être vraiment large, on pourrait mettre ulong max, mais pour que tu comprennes à quoi ça correspond, je mets 151. Accroche-toi, c'est bientôt fini. De toute manière, il faut que tu t'accroches, parce que si tu veux vraiment être un trader algorithmique, ça, c'est, pour être vulgaire, c'est de la pisse de chat, hein. C'est des cacahuètes, c'est rien ça. Si tu trouves ça dur, t'es pas au bout de tes surprises, parce qu'il y a beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus compliqué à déjà comprendre, saisir le modèle mathématique, mais aussi implémenter dans le langage de programmation. Alors que là, il n'y a pas tellement de complexité à comprendre, c'est des probabilités qui sont très faciles, enfin abordables, et en plus c'est pas très compliqué à implémenter en trading, dans le langage de programmation. Donc là, tu vois que la difficulté est quand même relativement facile. Si après tu veux aller plus loin, eh bien, il faudra un gros bagage en mathématiques et un gros bagage en programmation. Peut-être que je ferai des vidéos, des tutoriels pour aller plus loin, mais je pense pas quand même, parce que déjà que tu vois que je bégaye à essayer d'expliquer des trucs faciles, donc si c'est des trucs durs, c'est ce genre de truc que tu sais toi dans ton esprit, mais l'expliquer, le vulgariser, c'est assez complexe. Donc je sais pas si je suis assez pédagogue pour ça. Dis-moi en commentaire si tu penses que je peux être assez pédagogue et t'arrives à bien comprendre avec moi. Mais c'est connu que les gens compétents dans tous les domaines, c'est pas forcément les meilleurs professeurs. C'est pour ça qu'il y a des professeurs qui des fois sont moins bons que des gens compétents, mais qui arrivent à mieux enseigner. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Là ici, on va mettre une variable d'entrée. On va mettre target probability et on va la déclarer tout en haut. On va la déclarer... Dans quoi on va la déclarer? Dans point pivot, tiens. Point pivot, on va mettre input de int, ce sera une variable de nombre entier, et on va mettre target, tiré du bas, probability, égale 50. Généralement, moi, c'est ce que j'utilise, dans cette stratégie en tout cas. Pourquoi 50? Parce que c'est ce qui donne le ratio entre la récompense et le risque le plus uniforme, le plus 1 pour 1. En gros, tu as un RR de 1 quand tu as 50% de win rate. Généralement, ça dévie un petit peu de temps en temps, mais à long terme, c'est à peu près ça. Et du coup, ça a plein d'intérêt d'avoir un risk-reward de 1. Déjà, tu as moins de drawdown, parce que si tu as beaucoup de RR, si tu as 5 de RR ou des trucs énormes, j'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, c'est pas tenable à long terme parce que tu as des drawdowns exceptionnellement longs. Quand tu as des RR très grands, ton taux de réussite, ton win rate, descend naturellement parce qu'il accommode une espérance de gain qui est proche de 0. Tu as toujours ton edge qui te met au-dessus de 0, mais c'est limité, tu vois. Tu peux pas avoir une stratégie avec 5 de RR et 70% de win rate, tu vois, ça n'existe pas. Si tu as plus de 1 de RR, généralement, tu as moins de 50% de win rate. Ça, il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. Et donc, si tu souhaites avoir des RR plus élevés, tu auras beaucoup de drawdown qui n'est pas forcément tenable psychologiquement. C'est là où peut-être ta psychologie peut rentrer en compte. Bref, on va mettre probabilité de TP. Donc naturellement, c'est pour ça que je le mets en variable aussi, parce que si tu veux, tu peux le faire. Si tu veux, tu peux le changer.
Là, tu mets 70 par exemple, ou 30, comme tu le souhaites. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la valeur minimale dans cette matrice, dans la matrice Proba Difference. Pourquoi? Parce que quand on fait la valeur absolue de la probabilité moins notre probabilité cible, eh bien la valeur minimale sera celle qui est la plus proche de notre probabilité cible. Par exemple, si on choisit 50 et que parmi nos 9 valeurs, on en a une qui est à 49, notre valeur absolue sera de 1. 49 moins 50 en valeur absolue, ça fait 1. Et inversement, si on a 51, eh bien ce sera aussi 1, vu que c'est la valeur absolue. Ça fera 51 moins 50 égale 1. Bref, du coup, notre valeur minimale, la plus proche de 0, ce sera la meilleure, ce sera celle qu'on souhaite. Et donc, on va assigner nos probabilités, nos stop-loss, à cette probabilité. On va assigner le stop-loss et take-profit à cette probabilité-là, à cet index-là plutôt. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir, on va rester dans notre boucle J. Tu vois qu'elle est jusqu'à là, la boucle J. Ça, c'est la boucle I. Ça, c'est la boucle J. Tu vois qu'elle n'est pas encore terminée. Si ça t'aide, tu peux mettre, comme toujours, des petits traits comme ça. Tu vois, tu mets J, et là, on va mettre I. Si tu as besoin pour savoir où est-ce que ça se termine, pour être sûr de toujours être dans ta boucle, tu mets des petits commentaires. Et maintenant, on va faire ce que je viens de t'expliquer avant, on va faire mass min de proba difference de notre array, qui doit être égal à TP probability de index. Et si c'est le cas, eh bien on assignera le stop loss à notre support de l'index particulier, de l'index J et I plus 1 du coup. Donc on va faire SL égale support pivot J plus 1. D'abord, avant de faire ça, il faut bien sûr demander dans quel sens c'est. Donc hop, on va ouvrir les accolades. Là, on va mettre TP égale résistance de I plus 1. Alors, je vérifie avant quand même que c'est dans le bon sens. Je crois que c'est ça. Ouais, support, c'est J plus 1 pour direction et I plus 1 pour la résistance quand c'est un achat et inversement après. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensuite. On va faire else, sinon, si c'est une vente, on mettra SL égale support pivot, non, résistance pivot du coup, résistance pivot de J plus 1. Et TP sera égal à support pivot de I plus 1. On ferme cette boucle-là. Alors, est-ce que tout est bon? Je pense que tout est bon. On vérifie une dernière fois. Où est-ce que c'est? C'est là. Si c'est direction, c'est support I plus 1, J plus 1. Support pivot J si c'est un achat. Donc, c'est ça, résistance pivot J plus 1. Attends, je suis fou. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Tout est bon. Tout est bon, tout est bon. On peut compiler. Et là, tu vois qu'on n'a pas déclaré nos SLTP. C'est normal. C'est normal, on ne l'a pas mis tout en haut. Donc, c'est ce qu'on va le faire. Ou plutôt, même pas. On va... Ouais, c'est parce qu'il faut qu'on le return après. Donc, on va les déclarer ici. On va mettre double SLTP. Et d'ailleurs, ouais. En fait, le truc, c'est qu'on pourrait return d'une autre manière. On pourrait directement return ici. On pourrait faire return dans notre boucle. Mais le problème, c'est que s'il y a un changement de prix brusque et que du coup, il y a un nouveau TP, il y a une nouvelle probabilité qui arrive, peut-être qu'on va return la fonction trop tôt, tu vois. C'est ça que je me dis. Si on return à l'intérieur, parce que là, comme je t'ai dit, on est encore dans la boucle. On est encore dans la boucle. Donc return, on finit la fonction. C'est-à-dire qu'on ne termine même pas la boucle. On rend directement la valeur. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Il peut y avoir des gros problèmes si on ne termine pas les boucles. On va pas forcément avoir la probabilité optimale parce que ça se trouve, elle arrivera plus tard, tu vois. Surtout s'il y a des mouvements de prix. Bref. Donc on va mettre en dehors des boucles J. Donc on va aller jusque là. Et là, on va faire notre return. Donc là, ce qu'on va faire, ce sera très simple. Pour finir la fonction, on va mettre si info, notre paramètre qu'on décide, notre chaîne de caractères qu'on décide, quand on appelle la fonction, est égal à SL, et bien on va return SL. Si notre info qu'on demande est égal à TP, eh bien on va return TP. Donc tu vois que là, on a une seule fonction, sauf que la valeur qu'elle va nous retourner ne sera pas la même en fonction du paramètre qu'on a choisi. Donc là, ça aurait pu être 0 ou 1, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est toi qui vois. Mais si tu en as d'autres, tu vois, des fois tu peux continuer. Si tu veux avoir une troisième chose que tu veux retourner, ça peut être sympa d'utiliser des chaînes de caractères pour que ce soit visuel. Hein, tu as totalement le droit. Donc voilà, on va compiler. Et, ah oui, ça ne retourne pas parce que là, en gros, j'ai utilisé 2 if.
Donc si dans la variable d'entrée de paramètres, on décide de mettre info est égal à n'importe quoi, alors ça, SLSJ, eh bien on ne retournera rien, tu vois. On rentrera dans aucune condition. Donc ça peut être un problème si on fait une faute de frappe ou quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre else, on va mettre sinon. Parce que là, vu qu'on en a que deux, c'est comme une variable boolean. Si c'est pas SL, ce sera forcément TP. Et là, du coup, c'est bon. Alors, possible use of uninitialized variable SL. Ça, c'est parce que là, on leur a pas donné une valeur quand on les a déclarés. Donc pareil, si on rentre pas dans une boucle, si on rentre pas dans une condition, c'est possible que ces variables-là n'aient aucune valeur. Donc ils te mettent un avertissement ici. C'est pas une erreur, c'est un avertissement. Pour faire simple, tu mets SL égale à 0. Comme ça, voilà. Ça la déclare, ça lui donne une valeur quand elle est déclarée. Bref, voilà. Alors, je sais pas, la vidéo est peut-être un peu longue. Bon, on va continuer quand même. J'ai dit au début de la vidéo qu'on allait ouvrir des trades. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Elle sera un peu longue, mais c'est comme ça. On va retourner tout en haut et on va hashtag include un deuxième fichier qui sera trade/trade.mqh. On ferme le petit crochet et on va créer une classe. Donc là, on va mettre un autre en tête pour mettre classe. Normalement, on n'en utilisera qu'une seule. Je te montrerai peut-être dans d'autres vidéos comment créer des classes. Et là, dans celle-là, dans cette formation particulière, on n'utilisera que la classe cTrade qu'on définit avec trade comme ça. Et à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à ouvrir des positions et à gérer des positions. On va pouvoir utiliser trade. C'est comme ça que ça se caractérise une classe. On va pouvoir avoir une variable, enfin une commande en gros. On pourra mettre trade.by par exemple. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais te montrer directement. Allez, on enchaîne, là, on enchaîne. On va faire une fonction qui va exécuter un trade, qui va ouvrir un trade. Donc, ce sera void, ce sera une fonction void parce qu'elle sera exécutée en temps réel. Enfin, c'est-à-dire qu'on va l'appeler au moment où on va avoir notre signal qui sera respecté. Donc, elle ne va rien retourner, notre variable. Elle va juste exécuter notre trade. Donc, ce sera un void. Et on va l'appeler execute trade avec notre direction, si on veut acheter une vente ou un achat. On va ouvrir, et donc là tu vois qu'on peut compiler, on n'a pas besoin de mettre un return parce que c'est un void. Pour rappel, les fonctions void n'ont pas besoin de retourner. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, comme je t'ai dit, trade.quelque chose. Et tu vois que là, tu as un petit menu avec tout ce que tu peux faire avec. Donc là tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est assez complet, tu peux faire beaucoup de risk management notamment avec ça. Il y a encore d'autres fichiers include très intéressants que je pourrais te présenter. Mais là, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement faire un trade.by. Donc, on va ouvrir les parenthèses. Et là, tu vois qu'on peut mettre le volume. Donc là, on codera le risk management dans une autre vidéo. Là, je vais juste mettre 0,5 pour le volume arbitrairement. Le price, ce sera le ask, le prix d'entrée qui sera exécuté en temps réel. Et notre stop loss, eh bien, on va demander get trade info SL. Tu vois? C'est ça. Et direction, du coup, ce sera 0 pour un achat. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est 0 comme ça. Et ensuite, entre guillemets, SL, si j'arrive à bien écrire. Et donc, ce getTradeInfo, il va nous donner notre stop loss concrètement. Ce qu'on vient de faire dans cette vidéo, c'est pour le renseigner dans notre trade.by, dans notre ordre d'achat. Tu vois, c'est évident. Donc là, on va, pour que ce soit explicite, on va faire SL double SL égale notre getTradeInfo et on va le mettre là, SL, et on va faire pareil pour le TP, double TP égale getTradeInfo de 0 et de TP, et on va faire virgule TP. Et voilà, donc là, si ensuite il faudra mettre, s'il y a un signal, on exécute le trade, on appelle cette fonction, et ça va ouvrir trade.by. Donc je vais te le montrer. Donc là, ça va en ouvrir plein parce qu'on n'a pas codé encore la fonction qui va nous empêcher d'ouvrir des trades quand il y en a déjà d'ouvert. Donc bon, je vais le faire rapidement. Ça, le recopie pas forcément, ça. C'est juste pour éviter que ça en ouvre plein dans le strategy tester. Donc on va mettre si position total est égal à 0, eh bien on va ouvrir un trade. Voilà, je mets juste ça maintenant comme ça, mais ensuite on le supprimera. Bref. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la fonction onTake. Elle est là, la fonction onTake. Donc, on va laisser le bidAsk, update bidAsk, notre fonction qui va actualiser le prix tout en haut. C'est la première chose qu'il faut exécuter dans cette fonction. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition if. Si checkTradeSignal de 0, donc d'un achat, est vrai, eh bien, on va execute trade de 0, un achat. Ce qu'on vient de coder à l'instant.
On compile, et à partir de maintenant, quand on va aller dans le visualiseur de stratégie, eh bien, il prendra des achats. Il prendra des achats seulement s'il n'y a aucune position ouverte. Donc je reprécise, ça on l'enlèvera. Le petit bout, si seulement il y a des positions ouvertes, on l'enlèvera, on fera une fonction complète pour avoir nos conditions d'entrée en trade. On va pouvoir faire plein d'autres conditions. Bref, on va aller dans le visualiseur de stratégie. Donc on fait CTRL R pour avoir le visualiseur de stratégie. On va dans placement, on va activer le croisement en H4, croisement TDI 3, et probabilité TP, on va mettre 50, tu vois qu'elle est ici. On va mettre 50 pour que ce soit visuellement équidistant entre le TP et le stop loss. Et on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur, tu vois. S'il n'y a pas d'erreur, eh bien, voilà, tu vois, il y en a une. S'il n'y a pas d'erreur, bah, tout se passerait correctement. Tu verrais le TP et le stop loss à peu près au même endroit, à la même distance du point d'entrée. Donc tu vois que le signal fonctionne bien. Le signal, il y a bien une prise de position. Mais le stop loss et le TP, il y a un problème. Il y a un problème sur probablement soit une normalisation des prix, soit une erreur d'inattention sur une variable ou un truc dans le genre. Donc je vais regarder. On va regarder ensemble d'ailleurs. Je pense que tu peux peut-être apprendre. Donc ce qu'on va chercher globalement, c'est... Alors, bon, je vais pas faire de cut. Je vais t'expliquer tout ce que je vais regarder pour que tu comprennes concrètement ce que je regarde. Alors, quand on fait du debugging, du débogage en français, on cherche d'où vient l'erreur d'abord, et ensuite comment la résoudre. Donc là, naturellement, d'où vient l'erreur? Elle vient du fait que l'algorithme ne reconnaît pas le stop loss ou le take profit. Il ne reconnaît pas la valeur qu'on retourne, tu vois. Il pense que c'est une valeur qui n'est pas définie, donc il met 0 par précaution, tu vois. C'est ça, c'est notre erreur. Du coup, on peut éliminer des fonctions déjà. On sait que le problème ne vient pas de la fonction du signal, de la condition du signal. On sait que le problème ne vient pas des variables d'entrée, par exemple. On sait que le problème ne vient pas de, je sais pas, ça là, tu vois, calculer la moyenne mobile. Donc ça déjà, on élimine toutes les fonctions. Maintenant, on va regarder ce qui calcule vraiment le prix. Donc, résistance pivot, support pivot, et la fonction qu'on a codée dans cette vidéo. L'erreur est nécessairement dans une de ces trois fonctions-là. Donc, ce qu'on va regarder, c'est si on ne s'est pas trompé de variable quelque part. Est-ce que là, on n'a pas mis une mauvaise variable, comme par exemple, je sais pas, on aurait mis high ici, c'est un exemple, hein. On n'aurait pas mis une mauvaise variable, parce que je précise que là, l'erreur qu'on a, c'est pas une erreur de syntaxe, de compilation, n'importe quoi, c'est une erreur de runtime, c'est-à-dire que quand on lance l'algorithme, notre calcul n'est pas bon, notre calcul n'est pas bon et ne trouve pas ce qu'on souhaite. Donc c'est pas exactement la même erreur, tu vois, c'est plus complexe, et ça peut être plus dur à trouver que simplement une erreur de ponctuation, ça, tu vois, c'est facile à trouver. Bref, donc qu'est-ce que je regarde là? C'est des variables qui sont pas au bon endroit, des matrices qui sont mal définies, des chiffres qui manquent, par exemple là, j'aurais pas oublié 1 plus 1, j'aurais mal fait des calculs, tu vois, la précédence n'aurait pas été respectée, donc là, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèses parce que c'est un fois, donc il n'y a pas besoin. Là, il y a les bonnes parenthèses, pas de problème. C'est les bons indices. Là, on commence bien à 2. C'est bien strictement inférieur à support pivot. On a bien normalisé aussi, ça, il y a beaucoup de problèmes sur la normalisation. Parce que pour avoir un stop loss, l'algorithme s'attend à avoir un prix avec le nombre de chiffres après la virgule qui est bien défini, selon le symbole, selon la paire. Donc c'est pour ça qu'on met tiré du bas digits. Donc là, le truc, c'est que je n'en vois pas ici. Et là, c'est exactement la même. Je vois pas l'erreur ici. Donc je pense qu'elle est dans la fonction qu'on vient de coder aujourd'hui. Donc on va aller la voir. Et on va regarder ligne par ligne, tout simplement. Désolé si c'est un peu long. Je vais pas cut pour vraiment te montrer comment on fait. Donc là, même chose. Je regarde les variables. Je regarde si je me suis pas trompé dans le resize de la matrice. Si je me suis pas trompé dans la boucle, jusqu'à où elle va. Si je me suis pas trompé d'une parenthèse, tu vois, qui calculerait pas la bonne valeur absolue. Si j'ai bien mis I et pas J, tu vois, ce genre de choses. J'ai bien normalisé. Tout est bon. Si j'ai bien fait le support, tout ça, tout est parfait. Là, ah, ouais. Ça, c'est bon. Enfin, ça, c'est pas bon, justement. Ça, c'était TP probability avant. Nous, on veut probability difference. On veut changer avec la valeur minimale de notre array, de notre matrice probability difference. Et si elle est égale à notre index actuel, eh bien, on mettra support pivot et résistance pivot sur nos stop loss et take profit.
Donc bon, déjà je vais voir si c'était ça le problème. On va faire démarrage, je vais regarder si c'est ça. Après il y a peut-être d'autres problèmes aussi. Des fois les problèmes de précédence, bon là, okay, là c'était bon, c'est ça. Tu vois que là, notre stop loss il est bon. 138, 768, donc c'est effectivement le bon pivot. Donc là tu vois que c'est à peu près équidistant. C'est 260 pips ici, 258 pips ici. C'est quasiment 50-50. Parce que ça a choisi les pivots en fonction du prix qui sont à peu près 50% de proba. Donc ce ne sera pas tout le temps 50%, ce sera le plus proche de 50%. Donc ensuite on va voir les prochains pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Parce que c'est possible qu'il y ait d'autres problèmes. On va regarder ça. Ouais, tu vois que là il y en a. Il y en a encore. Stop loss qui n'est encore pas défini. Donc qu'est-ce que ça peut être? On va regarder le journal, il n'y a pas d'erreur. On va retourner dans le code. Le problème, ça va être un autre problème de... Non, pas de ça. Ça doit être là-dedans, du coup. Je sais plus dans quel sens je l'ai fait. Parce qu'en fait, dans la fonction onTech, des fois, quand tu as une sorte de précédence des fonctions, suivant l'ordre dans lequel tu appelles tes fonctions, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Ça peut d'abord appeler la fonction support pivot, mais tu avais besoin d'exécuter le bidask avant, en fait. Du coup, c'était pas dans le bon ordre, si ça fait du sens. Il faut que ce soit dans le bon ordre. Donc je pense qu'on va inverser l'ordre. On va mettre si positions total et check trade signal 0. Comme ça, tu vois que là, on appelle cette fonction-là, check trade signal, après avoir demandé cette fonction-là. Après avoir demandé get trade info là. Du coup, ça fait que la précédence, ce sera d'abord d'avoir notre stop loss et ensuite de checker le signal. Du coup, s'il y a un petit problème à une petite seconde, à un tick de différence, eh bien, on pourra ouvrir correctement notre trade. Ça peut arriver. Voilà. Ça va pas par expérience, je te dis, donc on va tester. On va mettre en commentaire comme ça. Donc là, on a juste à mettre execute trade dans la fonction onTick parce que la condition pour le signal est directement faite dans la fonction execute trade qu'on vient de faire. Donc on retourne dans le stratégie tester et on va voir si tout est bon. Normalement, tout va être bon. Ouais, c'est allé trop vite, j'ai même pas vu. De toute façon, le premier était bon, c'est le deuxième qui était pas bon. Ok, tout est bon. Tu vois que là, 141, c'était celui-là qui était à 0. Donc effectivement, c'était ça le problème. Le problème, c'est que il y avait un problème de précédence des fonctions. Bref. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder si c'est bien équidistant. Tu vas voir, la plupart du temps, ça va être 50-50. Ça va être à peu près la même distance entre le stop loss et le take profit. Tu vois, là, c'est un petit peu moins, parce que il n'y avait pas exactement, au moment où il y a eu le signal, il n'y avait pas de point pivot qui était à 50-50. Du coup, ça a pris le plus proche, tu vois, entre les deux. Pour que tu vois bien la différence, je vais quitter et je vais mettre une probabilité de TP de 20. Et on va voir, tu vas voir que là, la taille du stop loss sera beaucoup plus élevée. Donc là, tu vois, c'est ce qui s'est passé. Là, on a eu 396 profits alors que c'était 1000 avant. Notre stop loss est différent. Donc je vais mettre pause plus rapidement au prochain trade pour que tu vois bien. Tu vois, la taille de stop loss va être beaucoup plus grande. Ça va être très très négatif comme risk reward. Tu vois, ça fait ça. Donc là, ça a mis sur le deuxième pivot support à 577 pips et 236 pips de TP. Parce qu'on a choisi d'avoir la probabilité de TP qui est de 20% seulement. Du coup, c'est l'inverse. J'avais raison tout à l'heure en fait quand je l'ai dit. je vais rechanger. Au tout début, souviens-toi quand j'ai fait TP Probability Index, celui-là, quand je l'ai défini au début, si tu te souviens, je l'avais mis SL. Et en fait, c'était vraiment SL. Je me souvenais bien. Parce que bon, je ne l'ai pas révisé celui-là. Je l'ai pas révisé avant de te le présenter. J'aurais pu, mais j'ai préféré faire en freestyle pour te montrer tout. Donc là, on va faire SL Probability et on va remplacer tout. Donc là, ça a tout changé par SL Probability pour que ça corresponde bien à ce que c'est. On va mettre ici probabilité de SL. Et tu vois que ce que ça faisait, c'était que là, si on met 80% de probabilité de SL, eh bien, le stop loss sera beaucoup plus proche que le take profit. Ce sera l'inverse. Là, tu vois, donc peut-être pas sur celui-là, si celui-là, tu vois. Avant, c'était 2500, là, c'est 1400, c'est 147 pips. Tu vois, c'est beaucoup plus proche. Et ça, c'est dynamique, tu vois, c'est toi qui choisis, et automatiquement, l'algorithme, il va définir le risk-reward en fonction de ce que tu souhaites. Donc après, si tu veux aller encore plus loin, tu peux carrément faire des conditions sur la probabilité.
avec l'écart type des rendements, avec, je sais pas, le RSI si tu veux, avec la volatilité, enfin tout ce que tu veux. Si tu as une autre condition, tu peux définir ta probabilité, le range que tu souhaites avoir sur ton TP et ton stop loss. Donc c'est ça qui est génial, après tu fais vraiment ce que tu veux. Et là tu vois que sur dollar yen, on est déjà à 103 000. Et ça c'est pas de la martingale, mon gars. Ça c'est du TPSL classique. Tu vois que là on a des petits trades parce que quand ça range, les points pivots sont plus serrés. Parce que tu sais, comme c'est des calculs sur la période précédente, sur la bougie précédente weekly, plus la bougie est petite, plus le range de la bougie, le high moins le low, est petit. Donc plus les points pivots sont petits. Donc ça également, tu peux utiliser des conditions pour avoir une taille de stop loss minimale, pour ne pas prendre certains trades. Tu vois, par exemple, les trades en range ici, ils sont pas très intéressants. Parce que nous, on cherche du momentum, donc s'il y a du range, bah, il n'y a pas de momentum, tu vois, il n'y a pas de tendance. Alors que là, on préfère ces trades-là, tu vois, typiquement, c'est exactement ce qu'on souhaite. On veut prendre un retournement là sur le RSI, tu vois, où il y a eu un bon signal, avec le bon angle, etc., toutes les conditions qu'on a fait, et suivre la tendance. Alors que dans le range, bah, on s'en foutait, tu vois. On voulait pas le prendre. Donc voilà. Après, il y a quelques stop-loss, hein, quand même, naturellement. Mais tu vois que là, juste, on est arrivé au 7 mai depuis le 1er janvier, et on est à 5% de profit. Donc voilà. Après, je ferai du backtesting. Tu verras, je fais du backtesting complet. On ne fera pas juste regarder le stratégie tester, on ira sur Python et faire de l'analyse de données. Donc abonne-toi pour ne pas rater ça. Mais là, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, tu vois que le pivot, il était hyper loin, tu vois. 1000 pips de distance. Parce qu'il y a eu un gros mouvement sur le prix. Donc des fois, ça te fait des grosses positions comme ça. Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est génial, c'est que là, si tu vas voir, on va voir l'historique. Bon, là, il n'y a pas... Ah si, on a mis les commissions. Et échange, regarde. Tu vois, échange, c'est le swap. 405,87 € de swap. Parce que là, la position, elle est restée longtemps en achat dollar yen. Et donc, ça fait beaucoup de swap, ça fait beaucoup de profits de swap. Et c'est ça que moi, j'utilise beaucoup. Dans ce genre de stratégie, une grande partie, je sais pas, peut-être un tiers ou un quart du profit, c'est des swaps, en fait. C'est vraiment que des intérêts. Donc c'est pas mal quoi, ce genre de stratégie un peu carry trading. Ouais, je parle beaucoup trop, la vidéo est déjà assez longue comme ça, c'est la fin de la vidéo. Donc si tu l'as aimé, bah abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé. Là je te partage énormément de valeur, là je te partage non seulement l'algorithme, qui est un algorithme rentable, comme je te montre à l'instant, et en plus je te montre comment programmer, vraiment comment on fait pour être un bon développeur, pour trouver ses erreurs, pour déjà ne pas en faire, et ensuite bien optimiser, bien factoriser, bien développer, agencer son code. Donc voilà, beaucoup de valeur, et ça me prend quand même un petit peu de temps de faire ça, quand même, je vais pas te mentir. Donc même si j'adore faire ça, je fais ça parce que j'aime bien, mais en même temps, si tu peux mettre un j'aime, t'abonner, mettre un commentaire pour me soutenir, bah, ça me fait super plaisir. Donc voilà, fin de vidéo, on se retrouve demain pour terminer l'algorithme, on va faire du risk management, de la prise de position, etc., de la gestion de position. Et après, on fera du backtesting. Et après, ce sera fini. C'est bon, tu pourras mettre ton algo sur les marchés et être rentable avec. Allez, c'était Brieux, bonne soirée, à la prochaine.